Juste avant de démarrer les amis, je vous rappelle que toutes mes vidéos sont désormais disponibles en podcast depuis quelques jours et ce sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, etc. Je vous mettrai un lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec mon pote Stan. Stan, tu vas bien ? Ça va très très bien et toi? J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est en paix et en santé. Je suis très très chaud aujourd'hui. La trêve internationale nous a un peu, j'ai l'impression, refroidi, ou du moins ça nous a permis de nous reposer. Mais là, on est chaud et prêt à débattre. C'est ça. Le sujet d'aujourd'hui, qui va gagner la Coupe du Monde ? Alors, on a eu cette période de trêve internationale, on a regardé pas mal de matchs avec Stan, et l'idée c'est un peu de revenir sur les gros cadors, les prétendants, peut-être quelques outsiders. On va vous donner chacun notre top 3, mais voilà, ça permet de faire un petit peu l'overview là à un peu moins de 2 mois de la Coupe du Monde. Il y a quand même quelques forces qui se détachent. Et il y a pas mal de choses à en dire. Du coup, Stan, si tu devais commencer avec l'équipe que tu as placée 3e ou la première que tu mettrais dans ton top 3, pour toi, qui retient ton attention ? Pour être honnête avec toi, en fait, j'ai un peu hésité entre deux équipes. Ces deux équipes qui, pour moi, sont en ballottage pour cette 3e place-là. Et j'ai mis l'Allemagne et l'Espagne. Tu vois, j'ai mis l'Allemagne, l'Espagne un peu, j'hésitais entre ces deux-là. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour moi, je pense que pour réussir une bonne Coupe du Monde, il y a un facteur qui est très très important, c'est d'avoir déjà une bonne attaque. C'est de savoir en fait qui va claquer tes buts. Deuxièmement, à mon humble avis, c'est de savoir est-ce que ton équipe est capable sur un court laps de temps, parce que c'est pas beaucoup pour être champion du monde. C'est quoi, Willou ? C'est 7 matchs, non, je pense. 7 matchs. C'est 7 matchs pour être champion du monde, voilà. Tout à fait. Donc 7 matchs, normalement, combien de buts tu vas encaisser ? Tu dois en encaisser le moins possible. Est-ce que tu as une bonne défense ? Après, pour moi, c'est est-ce que tu as un bon mental en fait dans ton équipe ? Donc, est-ce que tu as des leaders, des gars qui sont prêts à se transcender, tout ça et tout ? Est-ce que ton coach, il est cohérent ? Donc, si tes 4 là, pour moi, ils sont réunis, normalement, tu dois faire une Coupe du Monde assez décente par rapport à l'effectif que tu as. Et c'est pour cela que je mets l'Allemagne et l'Espagne en fait en 3e place, parce que je trouve que l'Allemagne et l'Espagne, déjà à la base, c'est 2 coachs très cohérents. Hansi Flick, il a eu l'occasion de nous montrer par son travail durant ces dernières années en club qu'il était pertinent, tu vois. Donc Hansi Flick quand même, je pense que ces derniers temps, l'Allemagne, on a vu aussi qu'il y a une certaine rigueur défensive qui a été instaurée avec Süle, avec Rüdiger, avec Schlotterberg, tu vois. Donc avec des gars avec un mix entre expérience et puis jeunesse, tu vois. Et moi ça, je trouve ça très très pertinent. Et je pense que c'est une équipe nationale d'Allemagne qui va avoir à cœur de se remettre de ce fiasco de 2018 là, parce que 2018, tu vois, si tu es allemand et connaissant le football allemand et sachant que tout le monde a gagné là-bas, c'était vraiment un fiasco, c'était pas normal. Donc pour moi, les Allemands, je pense que ça devrait aller. La ligne offensive, on la connaît, pas la peine de parler. C'est des boys que Flick aussi, il a connus au Bayern. Donc je pense qu'il y a une certaine cohérence qui peut faire que cette équipe nationale d'Allemagne-là, malgré le fait qu'on peut dire qu'elle manque peut-être d'un buteur, elle serait capable pour moi de faire une bonne Coupe du Monde. L'Espagne, je pars aussi sur les mêmes arguments un peu à Luis Enrique, qui est têtu. Il n'en a rien à faire en fait de ce que les gens y pensent. Les gars, ils sont là à se plaindre. Ouais, il faut appeler tel joueur, il faut appeler tel joueur, il faut que Gérard Moreno y joue, il faut que Thiago Aspas y joue. Il s'en fout. Lui, franchement, il s'en fout. Il va venir avec ses enfants, ses Gavi, ses Pedri et ses biberons. Et il risque forcément peut-être de nous traumatiser encore une fois, parce que c'est une équipe qui a un jeu, comme d'hab, ennuyant, tiki-taka, mais après... Il risque de nous endormir pas mal, c'est après, assez anesthésiant, regardez l'Espagne. Et après, ils te mettent un coup KO, tu vois, et tu comprends pas. Donc voilà, pour moi, 3e place, ballottage, Allemagne-Espagne. Ok, intéressant. Déjà, j'ai beaucoup aimé ton approche de raisonner rationnellement, de faire un peu la méthodologie, comment être champion du monde, parce que j'ai fait exactement la même chose quand j'ai commencé à préparer la vidéo. Je me disais... Parce que gagner une Coupe du Monde, c'est quand même un truc spécial. Pour le faire, c'est pas du tout les mêmes choses que pour gagner un championnat, tu vois. Typiquement, moi je disais dans une précédente vidéo, gagner la Première Ligue, gagner un championnat, t'as besoin, et tout le monde te dira, d'un gros effectif. T'as besoin de 25, 26 gars qui peuvent rendre service. Une saison, c'est long, t'as 50, 60 matchs avec les autres compétitions. T'as besoin d'un gros effectif. Pour moi, gagner une Coupe du Monde, pas du tout. Comme t'as dit, une Coupe du Monde, c'est 7 matchs. Pour moi, une Coupe du Monde, tu as besoin d'un 11 solide, très clair aussi. Grosso modo, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de rotation. Et tu as besoin de 4-5 impact sub. Et ça peut être toujours les mêmes en fait, on s'en fout. Franchement, gagner une Coupe du Monde, pour moi, tu as besoin de 14, 15, 16 joueurs. Mais il faut que les 16 soient très solides, que tu les connaisses, que tu connaisses bien ton 11,
que tu connaisses ton système. Idéalement, pour moi, un champion du monde, j'ai envie de voir une équipe qui connaît son système de A à Z, qui ne le change pas en cours de compétition. Alors c'est arrivé peut-être pour l'équipe de France en 2018 au bout d'un match parce que ça ne s'est pas très bien passé. Mais normalement, tu restes un petit peu sur la même idée. Il faut que tes joueurs arrivent, comme tu as dit, prêts physiquement et mentalement. Tes joueurs cadres, tu vois, tu as 4-5 cadres, il faut des leaders. Et il faut qu'ils arrivent sans blessure, ça c'est fondamental. Tu ne peux pas commencer une Coupe du Monde avec un de tes joueurs majeurs blessés. La France 2002, ce qui se profile avec Pogba qui me fait un peu peur. Bref, ça, il faut que tes gars ils arrivent. Et mentalement, il faut qu'ils soient prêts, il faut qu'ils aient envie, il faut qu'il y ait quelque chose de positif autour de la sélection. Et je dirais du coup, le dernier point, il faut que le groupe s'entende bien, vive bien. C'est tellement important quand tu vas passer un mois ensemble tous les jours, même si c'est que 7 petits matchs. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui craque dans le vestiaire, à l'hôtel, etc. Il y a besoin de cette osmose. Donc totalement d'accord avec toi là-dessus. Pourtant, j'ai mis ni l'Espagne ni l'Allemagne. En gros, en vrai, sur ces points-là, pourquoi pas l'entente, je vois ça d'un petit peu loin, mais en gros, pour moi, j'ai vu les matchs et aucune des deux équipes m'a vraiment convaincu. Je pense que l'Espagne, ce sera forcément une équipe qui est dure à battre, parce qu'ils te prennent 70-75% du ballon à chaque match et c'est dur d'aller leur marquer des buts. Mais l'effectif, j'ai un peu du mal. Je trouve que sur les postes offensifs, t'es quand même pas très bien servi. Enfin, c'est toi qui en parlais l'autre jour sur Twitter. Tu te dis Ferran Torres, Sarabia, Morata. Même si Ansu Fati arrive, il n'est pas titulaire avec le Barça en ce moment, donc, alors que ça pourrait être un de tes attaquants qui t'apporte quelque chose de vraiment différent. Je suis pas vraiment convaincu par ce qui se passe offensivement. Après, c'est vrai que ton milieu de terrain du Barça, là, si tu pars sur Busquets, Pedri, Gavi par exemple, ça c'est pas mal. Tu as peut-être un des meilleurs milieux de la compétition. En tout cas, l'Espagne, on sait ce qu'elle veut faire. Pour le coup, c'est clair. L'Espagne va arriver en 4-3-3. L'Espagne va mettre en place son jeu de possession. Ça va être comme à l'Euro, des matchs où franchement, si c'est le 3e match de la journée, parfois c'est un peu difficile de rester éveillé. Mais ça va être une équipe qui va être dure à battre. Donc ça, je suis plutôt d'accord. Et l'Allemagne, c'est vrai, contre l'Angleterre, moi j'ai bien aimé Kimmich quand même. Genre les passes un peu tranchantes à l'intérieur de Kimmich. Aussi Musiala, même si son début de match était un peu compliqué. Bon, il y a des joueurs de gros talent. Maintenant, je pense que défensivement, par rapport à l'Allemagne, c'est un peu toujours un truc. Tu vois, Schlotterbeck, moi j'en étais bien fan quand on l'envoyait à Dortmund. Enfin, en début de saison, je parlais du mercato de Dortmund, Zule Schlotterbeck. Là, c'était la défense, c'était la charnière centrale contre l'Angleterre, celle de Dortmund. Et Schlotterbeck, il a fait un match assez compliqué quand même. Il a été vraiment, ça a été difficile pour lui, même avec le ballon. Donc, après, le titulaire là-bas, c'est Rudiger. Franchement, ça va être, moi je pense que ça va être Rudiger sous le. C'est normalement. C'est ça vrai, tient. En fait, la vérité, c'est qu'elle est là. Quand tu me dis le 11, le 11, il est là en fait. Le 11 de l'Allemagne, il est fort. Le 11 de l'Allemagne, moi, en pleine forme normale, avec un Thomas Müller électron libre qui va se promener, Musiala à côté, tu mets des flèches, les Leroy, les Gnabry, les je sais pas quoi. Franchement, je te dis que. Comment il s'appelle mon ami là, le tocard là, Timo Werner, voilà. Timo Werner, franchement, lui-même, il sait que genre c'est un super sub dans cette équipe-là et qu'on n'a pas forcément besoin de lui. Et comme tu as dit tout à l'heure, tu as dit un truc très pertinent. Moi, je vous dis attention, la Coupe du Monde, tu vois, c'est pas le délire. Tu viens, tu gagnes tes matchs, tu peux gagner tes matchs 3-0, 4-0, tout ça. Mais la Coupe du Monde, c'est une affaire de bandits. C'est une affaire de bandits. L'Espagne, ils vont jouer avec toi, ils vont tenir le ballon 75% du temps. Wenger vous a dit ici que le ballon. C'est lui le problème au football. C'est lui qu'il faut tenir, je dis bien, en ta possession parce que c'est lui qui ne doit pas rentrer dans ton but. Donc plus il est en ta possession, moins tu as de chances d'encaisser un but. C'est la force des Espagnols. Ils vont te faire tourner et rien n'empêche, je dis bien, ces petits très talentueux-là de venir claquer un but. Ils ont bien gagné une Coupe du Monde sur un but de Iniesta, non ? Ouais, bien sûr, en demi-finale de Puyol. Cette année-là, ils en encaissent que 2. Ouais. Tu vois, non, Cesc Fabregas en faux neuf. Je te dis que c'est une équipe qui, moi, dans ma tête, en fait, je pense que Luis Enrique, peut-être que les Espagnols ne sont pas contents d'un côté par rapport à les choix qu'il fait, mais moi, je pense que dans sa tête, tout est clair. L'Allemagne, je te donne le même point. C'est ce 11 de départ-là qui, à mon humble avis, est très fort. Franchement, il est très fort. Si les gars, ils sont au top, les Goretzka, tout ça, s'ils arrivent et tout, et comme tu dis, ils ont les bons joueurs sur le banc qui vont rentrer, moi, je pense que les Allemands, normalement, en plus, tu as l'ego allemand, tu vois, tu as un truc aussi. C'est-à-dire qu'il y a plein de petits facteurs là qui, moi, jouent et je me dis, je sais pas. Après, on va voir, dans ce coup, donc tout est possible. D'un coup, tu vas voir, c'est l'Équateur, l'Uruguay. Ouais, c'est un truc de fou aussi en regardant les Coupes du Monde passées. Il n'y a que 8 pays qui ont gagné la Coupe du Monde. Je crois qu'il y a 22 Coupes du Monde qui ont été jouées. Il n'y en a que 8. Oui. Les 3 Sudam et 5 Européens. Gagner une Coupe du Monde, c'est rare. Enfin, moi, si on devait prendre le pari, là, est-ce que le pays qui va gagner la Coupe du Monde, c'est un pays qui l'a jamais gagné ? Et pourtant, il y a des prétendants, même Belgique, Pays-Bas, entre autres, tu vois, des gros morceaux.
Moi, je dirais plutôt non quand même. Gagner la Coupe du Monde, c'est vraiment spécial. Mais en tout cas, sur Allemagne-Espagne, ça c'était... du coup, c'est les deux que tu mettais au coude à coude et t'en mets un dans ton top 3 quand même? Ouais. Ouais, et dans mon top 3, j'ai envie de mettre avantage Allemagne. Ok, avantage Allemagne, ça marche. Du coup, donc l'Espagne est en quatrième, quoi, tu vois. Genre. Ouais, je vois, c'est ça, c'est 3-4. Moi, Allemagne-Espagne, pour moi, ils sont... En vrai, j'ai envie de dire, c'est plutôt 5-6 parce que le quatrième que je mettrais, celui qui ne fait pas tout à fait ma liste, mais il n'est pas loin, c'est le Portugal. Et j'ai pas mal de questions autour de ça, mais je ne vais pas en dire plus parce que c'est mon prochain épisode de Mondial qui sort ce week-end, le Portugal. Donc là, on aura l'occasion de rentrer vraiment très en détail. On va faire une vidéo sur ta chaîne aussi pour parler de Santos, Cristiano Ronaldo, tout ça autour de ça. Donc je vous mettrai le lien. Mais l'équipe que je mets troisième, du coup, personnellement, et je ne sais pas si toi tu l'as mis dans ton top 3, on va voir. En vrai, c'est l'équipe de France. L'équipe de France... Aïe. Pas dans ton top 3, les Bleus. Oh là là. Il a dit la France. Voilà, moi la France, je les élimine au premier tour. Je me dis la France. Aïe. Par contre, c'est vrai, il y a une vraie question sur est-ce que ça finit premier ou deuxième. Parce que quand tu vois le Danemark dans le groupe, ce qu'ils ont mis à l'EDF là, il y a quelques jours, ça va être chaud. Après, en vrai, j'ai du mal. Alors, déjà, je vais dire toutes les raisons pour lesquelles j'ai du mal à mettre la France. Ça a quand même été une grande interrogation. La France, c'est une équipe qui ne connaît pas encore son meilleur 11. Okay, c'est une équipe qui ne connaît pas encore son meilleur système. Là, on a beaucoup joué 3-4-1-2, mais tu n'es même pas garanti que c'est ça qu'il va y avoir à la Coupe du Monde, tellement sur les derniers rassemblements, ça a été désastreux. C'est une équipe qui ne connaît pas encore les joueurs dont elle va pouvoir disposer dans 2 mois. Ça, je l'ai souligné en introduction. Pour moi, c'est un vrai gros problème. Pour moi, j'ai du mal à voir la France faire une bonne Coupe du Monde sans Paul Pogba. Mais j'ai aussi un peu du mal à voir la France faire une Coupe du Monde avec Pogba, avec tout ce qu'il y a autour, la blessure, l'opération, etc., qu'il va faire ou qu'il ne va pas faire. Ouais, ça pue un peu, donc encore un mauvais point. Mauvais point, c'est que la France ne joue pas bien. Franchement, en ce moment, c'est vraiment catastrophique. Et que toutes les affaires qu'il y a autour, ça fait un climat qui est horrible. Et tu vois une équipe s'avancer, arriver à cette Coupe du Monde dans pas longtemps, avec un niveau de confiance qui est franchement faible. En plus, la malédiction du champion, peut-être du coup même ton désir de la remporter pour certains est peut-être un peu moins fort, ce qui serait normal, tu vois, versus d'autres pays qu'on va mentionner avec des énormes stars qui n'ont toujours pas remporté de Coupe du Monde, ou peut-être ils sentent que c'est leur année. Bon, là, c'est un peu différent. Voilà, pour moi, il y a tous ces trucs. Maintenant, je vois l'équipe de France et je vois quand même une équipe qui a tellement de talent. Enfin, individuellement, ça reste un délire. On va parler d'équipes qui sont très bien dotées offensivement, mais l'équipe de France qui peut aligner Karim Benzema, Kylian Mbappé, peut-être Griezmann en soutien, Giroud en ce moment qui a fait plutôt un bon rassemblement qui t'apporte quelque chose de différent aussi, Ousmane Dembélé qui est en train de revenir au top de sa forme. Après tu peux aussi parler des Kingsley Coman, entre autres. Enfin, sur le plan individuel offensif, c'est un délire. Même au milieu de terrain, si tu peux compter sur tout le monde qui est à un bon niveau, ouais, Pogba, peut-être Kanté pour revenir à un bon niveau, Tchouaméni, même Kamavinga, bref. Là aussi tu es bien doté. Et c'est quand même une équipe qui a connu ses hauteurs. C'est le champion du monde en titre. On est obligé de les respecter à minima pour ça. Ça veut dire déjà qu'ils arrivent avec un certain standing, mais aussi qu'ils savent ce que c'est de jouer ces grands matchs psychologiquement éprouvants. Il y a des équipes, pour ne pas les nommer, l'Angleterre, en demi-finale de Coupe du Monde contre la Croatie, ils ont le match en main, ils s'écroulent. Psychologiquement, ils s'écroulent. La France, demain, ça joue une demi-finale de Coupe du Monde. Je ne vais pas dire c'est la routine, mais c'est habitué à ce stade de la compétition. Et ça va t'offrir aussi quelques possibilités. Je pense que c'est un point positif. Honnêtement, je vais dire pour finir avec les Bleus, c'est qu'ils ont plutôt un bon tableau aussi. Si tu regardes un petit peu à quoi ça pourrait ressembler leur tableau, si tu finis premier, ce qui est quand même un gros si, parce que dans ce groupe avec le Danemark, notamment, attention, mais si tu finis premier, t'évites le Brésil. Si le Brésil finit premier, mais ça, je pense qu'il y a des chances que ce soit le cas. Et t'évites aussi le vainqueur du groupe E, celui qui est peut-être un peu le groupe de la mort avec Allemagne, Espagne. Donc ça, c'est un peu ton parcours vers la finale. Après, il faut gagner la finale. Mais je pense que par rapport à d'autres formations qu'on va évoquer là tout à l'heure, tu t'évites les gros morceaux. Et ça peut être aussi un point positif. Mais voilà, en gros, pour moi, j'étais quand même obligé de défendre un peu les Bleus. En tant que champion du monde en titre, bon, je les vois quand même dans les 3 favoris, même si ça pourrait aussi être une Coupe du Monde totalement désastreuse. Ça, c'est pas impossible.
Bon. Maître Bilou. Maître Bilou. Non, en fait, le truc avec l'équipe de France, c'est que tout ce que tu as dit, moi, franchement, je suis d'accord, hein, je n'ai pas grand-chose à rajouter sur tous les arguments que tu as donnés. Mais juste un problème, en fait, par rapport à ce que tu m'as dit au début. Tu m'as quand même dit ici que pour gagner une Coupe du Monde, il faut que tu aies un 11 clair. Bilou, c'est quoi ton 11? Bilou, on ne connaît pas ton 11. Bilou, jusqu'à présent, en fait, cette équipe-là, on sait qu'elle est forte sur le papier. Il faudrait être un idiot, tu vois, pour te dire que l'équipe-là, elle n'est pas forte. Individuellement, les boys sont très, très forts. C'est les top players et tout. Mais au-delà de cela, aujourd'hui, ce qui avait fait la force de cette équipe de France-là, c'est qu'elle sortait d'un Euro 2016, je dis bien d'un Euro 2016, où ils sont arrivés finalistes en tant que tels. Ils auraient dû gagner l'Euro là, ça, je pense qu'on est tous d'accord sur ce point-là. Coup du sort, un peu plus de chance de l'autre côté, Eder vient et claque son but. Mais il y avait une certaine assurance en fait qu'il y avait par rapport à cette équipe-là à l'Euro. Après, il y a eu quelques ajustements qui ont été faits. Et ces ajustements-là, ils ont été très pertinents. Mbappé est arrivé défensivement, si je ne me trompe pas, les deux latéraux sont arrivés. Il y a eu un changement qui a eu lieu. Les Sagna, tout ça, ils sont partis. Ton milieu de terrain, si tu regardes bien, les gars étaient déjà là, ils ont appris. Paul, il a appris. Paul a fait 2014, 2016, Paul a fait toutes les années, toutes les guerres. Matuidi, il a appris. Donc tu te dis que tes gars arrivent en 2018, mais ton équipe, en fait, sincèrement, il y a tout ce que moi je dis qu'il faut que tu sois pour que tu sois champion du monde. Tu as un boy, il est virevoltant devant. Tu as une défense, elle est solide. Tu as un milieu de terrain qui est expérimenté. Et tu as un coach, franchement, tu sens que le boy, en fait, c'est pas un tocard. Et ça, on le sait. Donc, du coup, ils avaient tout ce qu'il faut. Mais entre-temps, il y a eu la Suisse. Toi, tu me dis demi-finale de l'Euro, l'Angleterre a choke face à la Croatie. On est d'accord. Toi, tu as choke face à la Suisse. Et tu menais au score. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, aujourd'hui, moi, je veux savoir, en fait, quelle est l'évolution qui a été faite par rapport à l'équipe de France, pour que l'équipe de France soit considérée aujourd'hui comme un favori malgré son statut de champion du monde. C'est juste ça en fait. Pour moi, la France arrive à cette Coupe du Monde là très, très fébrile. La Fédération française de football, Noël Le Graët, etc., Romain Molina par-ci, par-là, on n'a pas besoin de beaucoup parler. On sait déjà que là-bas, il y a déjà un certain nuage qui est là quand même, qu'on le veuille ou non. Maintenant, tu me diras, ça n'influe pas sur l'équipe. Mais j'ai envie de te dire que le marabout, apparemment, il a touché Mbappé le soir de Manchester United-Paris. Bon, après avoir vu les vidéos de Manchester United-Paris, tu te dis, le marabout est fort. Franchement, le marabout est fort. Si c'est le même marabout qui a fait que vous étiez champion du monde, j'espère pour vous que Pogba va venir pour qu'il dise à son marabout pour que vous soyez encore champion du monde. Mais la réalité, elle est là, c'est que pour en parler de manière beaucoup plus rationnelle, en fait, j'ai envie de dire que cette équipe-là, aujourd'hui, malgré tout le talent qu'elle a, je pense qu'elle arrive d'une manière très, très fébrile. Et aujourd'hui, all eyes are on Mbappé. Et Kylian, il veut prouver à tout le monde quelque chose qu'il n'avait pas eu besoin de prouver en 2018 parce que c'est arrivé naturellement. Et je pense que ça, peut-être, ça met une pression aussi sur le groupe. Je ne sais pas. Pour moi, personnellement, quoi, je ne mettrais pas en tout cas mon argent sur la France. Ouais, mais tu fais bien de rappeler l'histoire un peu. C'est intéressant, effectivement, de revenir sur 2016, de revenir sur 2018, de revenir sur 2014 notamment. Mais du coup, moi, en me replongeant un peu dans ces contextes, pour moi, ça me donne aussi un argument parce que, et je pense que j'avais ça un peu au fond dans les tripes, la raison pour laquelle je mets aussi l'équipe de France, c'est qu'un contexte un peu défavorable, où il n'y a pas beaucoup de sérénité autour des Bleus, etc., c'est aussi un peu le lot de l'équipe de France. Quand l'équipe de France arrive en 2018, oui, c'est vrai, on peut dire ils sont sur la lancée de 2016, mais 2016, c'est un peu un traumatisme aussi. C'est vrai qu'il y a eu ce quart de finale contre l'Allemagne, ok, ou demi-finale à 2-0, etc., au Vélodrome, qui peut-être te fait basculer un peu dans une nouvelle dimension par rapport à 2014, mais tu arrives avec tes matchs de préparation avant la Coupe du Monde qui sont pas très bons, tu finis avec un nul un partout contre les États-Unis, en phase de groupe, t'es pas top non plus, et on peut même revenir en 2006, la dernière fois que la France va en finale. Avant ça, pareil, les matchs de phase de groupe, c'est vraiment nul, et ça monte en puissance progressivement au fur et à mesure de la compétition. Disons, c'est rare que la France arrive en Coupe du Monde en roulant sur tout le monde avec un fort niveau de confiance. Ça, c'est vrai. C'est pas forcément, tu vois, ce serait mieux s'ils arrivaient avec un bon niveau de confiance. Pour moi, c'est vrai, comme tu as dit, et comme j'ai dit, ça fait partie des critères qui sont importants. Mais ça fait aussi un peu partie de l'identité des Bleus d'arriver un peu ric-rac. Finalement, à la française, tu vois, tu prépares pas trop ton truc, t'es pas très sérieux. Mais le jour de l'examen, bon, peut-être tu peux t'en sortir quand même. Donc voilà. C'est ça. Bah écoute, on va voir. Moi, je vous le souhaite. Donc la France au moins dans le top 3, quoi. Ouais, c'est ça. C'est cool. Moi, je vais passer à mon deuxième. Mon deuxième à moi, c'était... Bon, là, ça a été compliqué.
Franchement, mais bon, le problème de la Coupe du Monde, comme tu as dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de gars qui l'ont gagné. Moi, j'aimerais croire que cette année, il y a un gars qui va la gagner, une équipe qui va la gagner et qui ne l'a jamais gagnée. J'aimerais croire cela, franchement. J'aimerais rêver, tu vois, mais bon, la réalité, elle est là. C'est que les gars, ils arrivent à la compétition, ils sont forts. Donc pour moi, deuxième, après mûre réflexion, j'ai mis le Brésil. J'ai mis le Brésil parce que je trouve que... Je vais même y aller une fois pour toutes. Je vais mettre deuxième, premier. J'ai mis Brésil deuxième et j'ai mis premier Argentine. Pourquoi ? Tout simplement parce que moi, je dis, il y a le momentum qui est important. En fait, à un moment donné, dans la compétition, l'effectif est très important, mais le momentum avec lequel tu arrives aussi est très, très important. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est les deux équipes qui arrivent avec le meilleur momentum, en fait, à la Coupe du Monde. Et c'est assez fou parce que c'est les deux équipes qui ont fait quand même la finale de la Copa América il n'y a pas longtemps. Et c'est deux équipes qui ont envie, je pense, de prouver au monde et d'avoir un point à prouver. Je ne sais pas, aux Européens ou je ne sais pas, c'est personnel, je ne sais pas, au-delà du fait que Messi doit gagner et que tous les gars sont prêts à mourir pour lui en Argentine. C'est fou. 35 matchs invaincus. 35 matchs invaincus. Depuis 2019, ils ne perdent pas. Ils sont là en soum-soum. Ils sont là en soum-soum. Ils tapent tout le monde. Ils tapent tout le monde. Messi, il a la grippe. Il est malade. Il est malade. Il est grippé. Il fait 40 de fièvre. Il rentre. Il met un doublé. C'est quoi son problème? En fait, franchement, les gars, ils ont la dalle. Les deux pôles, tout ça, c'est des boys qui ont ramené un plus dans cet effectif-là. On l'a vu lors de la Copa América. En défense, tu sens qu'il y a plus de sérénité. Le gardien, il est bon. Franchement, l'Argentine, moi, je dis, franchement, je ne sais pas, mais Scaloni, on dirait, il a trouvé la recette. Et l'effectif, il vit bien. Et ça peut être un avantage. Donc, pour moi, franchement, si on me dit aujourd'hui, tu dois... C'est parce que la réalité, elle est là, quoi, tu vois. J'aimerais bien mettre un outsider comme ça, out of nowhere, mais la réalité, c'est que le meilleur momentum, c'est l'Argentine qui est là. Et pour moi, ils arrivent à la Coupe du Monde pour être champions du monde. Même pas pour eux-mêmes, ils vont le faire pour Messi. C'est ça qui est fou, en fait. C'est que Messi, il les a matrixés. Je vous jure, il les a matrixés. C'est pas possible. En fait, la dernière fois, De Paul, le gars vient, il attrape la main de Messi pour prendre une photo. Messi est gentil, il n'a pas de problème, le gars se fâche. En fait, moi, je te dis que je pense que c'est psychologique, c'est même devenu maladif pour eux, parce que je pense qu'ils ne veulent pas finir en étant la génération qui ne lui a pas donné cela, en fait. Donc, et lui aussi, il a l'air déterminé. Donc ça, c'est un fait. Le Brésil, ils sont forts. En fait, c'est juste ça. C'est que eux, en fait, ils ont un coach que moi, j'admire depuis très longtemps. En fait, Tite, là, il est là. Tite, c'est un... Moi, j'ai vu le All or Nothing de 2019. Ouais. Et tu vois, Tite, tu sens que... En fait, Tite, il converse avec Dieu. En fait, Tite, le soir, quand il se couche, il a des idées que nous, on n'a pas, je comprends pas. Tite, il est là avant chaque match, il est là avec son chapelet, il prie. Les gars rentrent, les gars font 4-0, les gars font 5-0. Maintenant, c'est vrai qu'ils n'ont pas gagné la Copa América chez eux, mais attention, il y avait Messi qui était là, et bon, on peut dire que quand même Messi, peut-être c'est un Messi envoyé d'un autre monde. Mais la réalité est là, c'est que la force offensive du Brésil, c'est magnifique. Ils sont très cohérents. Neymar, Richarlison, les boys sont au top de leur forme. Gabriel Jesus, il n'a même pas été là, tu vois, moi ça me fait mal, mais c'est pour dire que même sans Jesus, les gars, ils vont s'en sortir. Ils ont gagné une Copa América sans Neymar aussi, ça il ne faut pas l'oublier, donc je pense que Neymar, ça joue à l'intérieur de lui-même. Il n'a rien gagné avec cette équipe-là, il ne faut pas qu'il nous fatigue, c'est le moment pour lui de venir et de gagner en fait. Donc franchement, je ne sais pas, il y a un truc dans cette équipe et c'est plein de joueurs qui, c'est fini. Casemiro, il a tout fait. Il a tout fait. C'est maintenant ou jamais, il va se donner à 200% Casemiro au Qatar. Vous allez voir Casemiro du Bendo. Tu vas voir un Casemiro, je suis sûr, à 400% parce que c'est ça qui va faire la différence. C'est tant de joueurs tellement talentueux, mais qui sont arrivés à un âge où c'est maintenant ou jamais. Franchement, c'est maintenant ou jamais. Marqué, Casé, tout ça là, c'est maintenant ou jamais. Donc je sens que le Brésil peut faire une bonne Coupe du Monde. Donc voilà, Brésil-Argentine, ça paraît facile, mais voilà. Ouais. Bah écoute, sans surprise, j'ai les deux mêmes. Juste dans l'ordre inverse. Alors, le Brésil, franchement, c'est une folie. Tu as mentionné rapidement Neymar, Richarlison, Vinicius. On peut se faire la ligne offensive, et notamment ceux qui vont être pas pris. Alors, ceux qui vont être pris, déjà pour sûr, Neymar, Rafinha, Vinicius. Tu as ça, ok. Tu as les deux ailiers du Classico, et ce Neymar qui est en train de faire un début de saison de malade. Neymar, Rafinha, Vinicius. Tu peux ajouter Paqueta, même si c'est peut-être un milieu, mais il fait partie des offensifs. C'est un peu un des gars du quintet, avec Richarlison. C'est un peu ça le quintet offensif du Brésil. Et derrière, ceux qui du coup sont sur le banc, Anthony, Rodrigo, qui en sortie de banc, on sait ce qu'il est capable de faire. Comme tu as dit, Gabriel Jesus, il n'a même pas été appelé à la dernière liste. Je pense qu'il sera quand même appelé à la Coupe du Monde. Tite a dit que c'était pour en tester d'autres, parce qu'il y a tellement de gars que tu es obligé d'en mettre sur le côté pour pouvoir tester les autres. Tu vois, histoire de donner un peu une chance à tout le monde, tu es obligé de diviser ta période de test en plusieurs listes. Enfin, c'est un délire. Ok, Gabriel Jesus, il y a Firmino qui a été appelé, Gabriel Martinelli, qui lui, je pense, il va pas faire la Coupe du Monde, alors que pourtant, tu as vu son début de saison. Compliqué, ça. À moins qu'il y ait un boy qui se blesse. Après, durant le mois d'octobre, les 10 matchs qui restent là, tout est possible, mais ouais, c'est compliqué. C'est ça.
Pedro, le meilleur buteur de la Libertadores en ce moment, qui a claqué contre la Tunisie, là, le dernier but. David Neres, qui est en train de flamber à Benfica. Bon, il y sera pas. Voilà, je l'avais oublié, lui. Il flambe, lui. À Benfica, c'est vraiment en phase de pré-Ligue des Champions, même en championnat, Ligue des Champions. Bref, c'est un délire. Derrière, le milieu de terrain, c'est un peu moins... Forcément, c'est moins bien que cette ligne offensive, mais tu as quand même Casemiro, Fabinho. Tu as un peu de choix pour ton poste de numéro 6. Je pense que ce sera Casé et Fabi en remplaçant. Mais Bruno Guimaraes, Fred c'est un peu moins bien, même si Tite l'aime bien, Coutinho, Everton. Il y a juste le problème de la défense, parce que là on parle de sélection, mais dans le foot mondial, les latéraux c'est quand même assez important. La réalité c'est que le Brésil n'a pas vraiment de latéraux. Là tu pars sur Danilo à droite, Alexandro à gauche, c'est un peu ça tes options titulaires. Sandro n'était pas là parce qu'il est blessé, donc c'était Telles à la place. Mais ouais, ça manque un peu de qualité sur les latéraux, au point où Tite est en train de se dire est-ce qu'on met pas Eder Militao à droite, comme il l'a fait sur le match contre le Ghana. En vrai, pourquoi pas. Disons que ça a un peu la vertu de l'équilibre. Quitte à avoir ce quintet offensif de malade mental, tu peux faire un 5+5. Moi, je pense que le Brésil va partir sur un 5+5 avec ce quintet offensif de furie, les 4 derrière qui assurent l'équilibre et Casemiro devant, en mode t'en as 5 pour défendre, 5 pour attaquer, au moins c'est clair, et ça va être un peu déséquilibré de cette manière. Mais quand tu vois les 5 combinés dans la surface adverse, il y a des séquences, on dirait l'Ajax, ils sont... Et puis je sais pas si tu as remarqué, ils sont... En fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas un mec qui est là pour dire moi j'ai envie de marquer plus de buts que l'autre. En fait, c'est très collectif. Tu vois, c'est vraiment très collectif. En fait, tout le monde doit marquer, tout le monde va marquer. Et leur but, c'est de te mettre le plus de buts. En fait, c'est une équipe allemande. C'est ça qui est fou en fait. Ils vont mettre des 4-0 et des 5-0 à chaque fois qu'ils pourront le faire. Et ça te démoralise très vite en fait. Hier, les Tunisiens, quand ils égalisent, moi dans ma tête, je me dis ah c'est intéressant ça. Tu vois, le coup de pied arrêté, c'est bien. Je me dis ah ok les trucs. Mais après, derrière, tu éclates en vol, en fait. Les gars, ça les a même pas intéressé le but que tu as mis. Et ça, ils sont capables de le faire, puisqu'ils sont dans un groupe où ils sont capables de le faire aussi. Donc, en tout cas, et puis plein de possibilités offensives, je trouve, tu vois, sur le jeu. Avec Rafinha, maintenant, tu as une arme. Pour moi, je trouve Rafinha, c'est un des meilleurs snipers du foot mondial en ce moment. La capacité qu'il a pour dégainer longue distance, entrée de surface. Enfin, Rafinha, il faut le surveiller. Tu vois, il n'a pas marqué contre le Bayern il y a quelques semaines, mais c'était pas loin. Et là, il en a claqué un contre la Tunisie. Enfin, il est toujours très, très dangereux depuis cette zone. Ça te force à sortir un peu, à mettre de l'espace dans ta surface de réparation. Et du coup, si tu mets de l'espace dans ta surface et que tu as Neymar qui peut combiner là-dedans, Paqueta qui peut combiner là-dedans, Richarlison qui occupe un ou deux défenseurs avec sa présence physique, même à la réception des centres, Vinicius bien sûr, Anthony dans les petits espaces, enfin bref, juste offensivement il y a de la qualité et il y a de la complémentarité. Cette équipe, si elle gagne pas le mondial, elle va être hyper excitante à suivre quoi qu'il arrive. Il faut pas rater des matchs du Brésil de cet hiver, ça va être un vrai beau morceau. Donc bon, moi j'ai mis le Brésil numéro 1 parce que je déroge un peu à mes principes et je me dis ça va être la folie et ça peut partir dans tous les sens. Ce sera peut-être pas l'équipe la plus équilibrée, mais ça peut vraiment partir dans tous les sens. L'Argentine, je suis d'accord avec toi quand même. Comme tu as dit, série de 35 matchs sans perdre. Non seulement, moi je pense vraiment par rapport à ce que tu disais, la Copa América 2021, elle a débloqué quelque chose mentalement. Il y avait ce truc autour de Messi, sans titre majeur, à part les Jeux Olympiques, etc. Là, l'Argentine, maintenant, elle peut passer à autre chose. Derrière, elle enchaîne avec la finalissima où elle détruit l'Italie. Ça aussi, ça te fait passer un peu un cap par rapport aux sélections européennes. Enfin, tu es un peu représenté comme étant la meilleure sélection du monde, Copa América versus vainqueur de l'Euro, un peu la pré-coupe du monde, entre guillemets. Ces 35 matchs consécutifs sans perdre. Je pense qu'ils avancent un peu plus masqués que d'autres parce que parfois, tu regardes leur effectif. Bon, tu vois, Geronimo Rulli, Neuer Molina, etc. Il y a des gars, tu dis, ah, ok. Mais en vrai, l'effectif, il est assez équilibré. Et par rapport à 2018, en 2018, tu avais des Mezza, Mercado, Salvio, Enzo Perez. Bon, tu vois, il y avait vraiment des grosses zones de faiblesse dans cette équipe. Là, tu as une charnière centrale où tu peux mettre Lisandro Martinez. On voit à Manchester United à quel point il est pertinent. Et Cristiano Romero, on voit aussi à Tottenham. Donc, c'est ça. Tu t'es vraiment amélioré sur ce point qui est central pour gagner une Coupe du Monde et que l'Argentine n'avait pas avant. En plus de ton milieu de terrain qui est, je pense, il peut souffrir un peu sans ballon. De Paul, Lo Celso, Paredes, quand ça perd le ballon, ça peut être un peu difficile. Mais il y a l'énergie, il y a la grinta et il y a la qualité technique pour combiner. Donc, en gros, l'équipe me semble plus costaud qu'en 2018. Lautaro, Di Maria, Julián Álvarez aussi, Julián Álvarez dont on n'a pas parlé sur le secteur offensif. Donc, ouais, je vais dire peut-être le problème
quelque chose qui m'a fait un peu les déclasser entre guillemets, c'est que leur tableau est un peu plus compliqué. En gros, s'ils font premier de leur groupe, et je pense qu'ils vont faire premier, dans mon souvenir, il y a Mexique, Arabie Saoudite et une autre équipe que j'ai oubliée. Mais s'ils font premier, ce sera un 8e compliqué quoi qu'il arrive, parce que c'est soit contre la France, soit contre le Danemark. Sauf si Tunisie ou Australie passent. Mais bon, a priori, France ou Danemark, tu vois, tout de suite, c'est dur. S'ils finissent premier et que le Brésil finit premier, il y a des chances qu'il y ait un Argentine-Brésil en demi-finale, ce qui serait une folie incroyable. En tout cas, l'Argentine peut faire un parcours de malade. S'il la gagne, ce sera une très belle Coupe du Monde, surtout qu'en finale, ça pourrait, si les deux finissent premiers, ils vont être dans les deux parties de tableau opposés et ils peuvent se retrouver en finale, ça peut être le Portugal. Ça peut être Messi Ronaldo en finale de Coupe du Monde 2022. Ah, on va voir. Hein. Moi, je m'inquiète un peu plus pour Cristiano parce que je me dis, bon, Messi, Ronaldo, c'est fort possible. Après, je sais que toi, tu mettais le Portugal 4e. Donc, ça veut dire que tu les vois faire un bon parcours. On aura l'occasion d'en parler dans une prochaine vidéo. Mais ouais, pourquoi pas, ce serait épique. Hein. Franchement, Cristiano contre Messi, ce serait cool. Mais bon... C'est Cristiano contre Messi. Après Cristiano, on va arriver en finale. Les gars vont mettre Cristiano sur le banc. Ils sont capables, ces tocards-là, on ne sait jamais. Ça va nous faire mal, quoi. Ouais, ce serait ouf. Mais du coup, ok, on a parlé de pas mal de gars. Ouais. Il reste des sélections qui sont généralement considérées comme des outsiders. Notamment, moi, je vois 3 Européens qui n'ont jamais gagné de Coupe du Monde. C'est Belgique, Pays-Bas, Danemark. Est-ce que toi, t'en vois d'autres et est-ce qu'il y en a une qui t'intéresse particulièrement ou est-ce que tu as des trucs à dire sur ceux-là? Belgique, Pays-Bas, Danemark, bon, c'est vrai que c'est des belles équipes et tout, mais non. Personnellement, moi, les Belges, malgré le fait qu'ils ont d'excellents joueurs, en fait, mais je trouve que, c'est encore une fois, je pense que ça va être short, quoi, tu vois. Ouais. Je pense que ça va être short pour les Belges. Je ne sais pas avec quelle assurance ils arrivent avec un 9 capable de vraiment faire la différence, tu vois. Tu ne peux pas encore avoir des Batshuayi et tout ça. Il est temps que peut-être que Lukaku arrive face à un gros mondial, mais je ne sais pas. Kevin De Bruyne est très très fort, mais même là encore, leur système de défense à 3, là, ou je ne sais pas quoi. Moi, ouais. Bah surtout les hommes, c'est encore Vertonghen, Alderweireld, il y a un jeune d'Anderlecht maintenant, mais voilà, franchement, c'est compliqué, quoi. Ils ont Thibaut Courtois qui est très fort, mais c'est comme je dis, ils ont de bons joueurs, mais la Belgique, sincèrement, pour moi, à la tu Coupe dis du Monde, si ça n'a pas marché en vois, pourquoi est-ce que ça marcherait là, tu vois, ils sont moins forts qu'en 2018 pour moi. Tu avais un Hazard extraordinaire cette année-là. Hazard était au top de sa forme, donc je ne sais pas. Franchement, j'ai des doutes. Danemark, ça peut être une surprise. On ne sait jamais. Je ne sais pas. Ils vont arriver avec leur maillot undercover. Là, ils vont venir nous traumatiser. Là-bas, on ne va pas comprendre. Donc moi, les Danois là, je ne sais pas. Je les mets. Pour moi, le Danemark sont capables de finir premier devant la France, et je les vois bien finir premier devant la France. Je ne sais pas pourquoi, mais je les vois faire le mondial qu'il faut. Le mondial, parce qu'ils vont faire comme à l'Euro. S'ils sont éliminés, ils vont être éliminés de la bonne manière. Ils ont été éliminés face à l'Angleterre. Ah, ils auraient dû gagner ce match-là. La réalité, elle est là. Mais s'ils sont éliminés, pour moi, ils sont éliminés, mais dignement en fait. Donc le Danemark, bon, peut-être qu'ils peuvent faire un bon mondial, mais être champion du monde, ça, je n'y crois pas. Et les Néerlandais laissent tomber. Eux, c'est des grands chokers. J'y crois absolument. Déjà, les Néerlandais, on est dans le même groupe. De où ils vont être champions du monde? Si les Néerlandais sont champions du monde, c'est que nous, on est vice-champions du monde. Oh, faut pas nous respecter quand même. Donc non, moi, je les vois pas. Par contre, après, moi, il y a des équipes que je vois par rapport à certains petits trucs, en fait. Et je me dis, je sais pas, j'ai envie de rêver. Et je ne sais pas, mais j'ai un feeling que j'ai vu l'Uruguay jouer. Je les ai vus jouer face à l'Iran, ils ont perdu tout ça. Je les ai vus jouer face au Canada. Et pour moi, les Uruguayens, là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un feeling qu'ils peuvent te faire une compétition de bandits. C'est-à-dire qu'il y a ces équipes-là. Je ne dis pas que tu vas être champion du monde, mais tu peux finir top 4. Il y a des équipes là qui, pour moi, franchement, et tu as une Uruguay qui arrive aussi avec bizarrement un Luis Suarez qui, on dirait qu'il continue à s'entraîner en soum-soum parce que lui, je comprends pas, il a l'air en pleine forme. Il est en pleine forme. Le match qu'il a joué ici face au Boy, la dernière fois face aux Canadiens, il est en pleine forme, je te dis. Il court, il est actif, il est décisif et tout. Pour moi, je sais pas, j'ai un feeling. Ils ont perdu Araujo, c'est vrai, mais ça reste quand même une équipe avec quelques joueurs très pertinents qui, je sais pas, peuvent. Et tu as cette grinta uruguayenne là qui, pour moi, peut faire cette différence là. En 2018, je pense qu'ils sortent premier du groupe, non devant l'Égypte et tout. C'était ils étaient groupe A. Après, ils sortent face au Portugal. Voilà, ils sortent face au Portugal. 2-0, la tête de Cavani notamment. C'est ça. Après, c'est le double 1-2 avec Suarez. Et après, c'est la France, non?
Ouais, c'est ça. C'est la France qui vient les éliminer quand Griezmann nous a montré sa double nationalité, le fait que lui c'est un gars international. Donc c'est un peu ça. Donc je me dis, je sais pas, j'ai ce feeling-là par rapport à l'Uruguay et je me dis, je sais pas, peut-être qu'il peut faire une compétition qui peut être, ma foi, surprenante. Si tu me demandes un Africain, moi je mets directement le Sénégal. Moi je dis aux gens, faites attention à nous. On est une équipe, moi je pense que malheureusement, hein, je ne sais pas, on a un peu peut-être ce petit syndrome-là de la France, effectivement, où on arrive à des compétitions nous-mêmes, on sait pas comment l'équipe elle va jouer, mais on sait que les boys ils vont se débrouiller. En fait, la vérité elle est là. Chez nous, on dit on nous tue, mais on nous déshonore pas. On va aller à la Coupe du Monde, on va peut-être mourir, mais on sera pas mort dans le déshonneur. En 2018, c'est le fair play qui nous élimine, ça fait très très mal et c'est un peu injuste, j'ai envie de dire, parce qu'on on s'y attend pas, une première même. Et là, je sens que cette équipe nationale là, on est des tocards, on a beaucoup de tocards. En ce début de saison, il y a beaucoup de joueurs qui jouent pas régulièrement et tout. Mais on est capable, pour moi, de vraiment créer la différence et faire notre marque dans ce groupe-là. Dans un groupe qui, à mon humble avis, je ne dirais pas il est abordable, mais on est capable de compétir. Et dès le premier match face aux Pays-Bas, je m'attends à une top performance et une victoire. Ça va bien lancer la Coupe du Monde. Franchement, ce groupe A, il est assez... Équateur, ça peut être assez costaud. Qatar, l'équipe à domicile, il va être sympa, ce groupe A. Et du coup, Sénégal, sur la Belgique, grosso modo, tu as tout dit. Le Danemark aussi. Les Pays-Bas, j'ajouterais peut-être un truc quand même en digne représentant néerlandais. Je vais dire qu'il y a quand même des secteurs qui sont vachement intéressants. Défensivement, franchement, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'équipes qui ont ce que les Pays-Bas ont. Van Dijk, De Ligt, De Vrij pour les centraux. Malacia sur le côté gauche et bien sûr Dumfries sur le côté droit. Donc ça commence à être pas mal. Le truc avec les Pays-Bas, c'est que plus tu vas loin dans la verticalité, plus ça s'affaisse. Le milieu de terrain, ça passe encore. Tu as des Frenkie de Jong, entre autres. Mais devant, Klaassen en soutien de Memphis. Pour moi, Memphis, le niveau n'est pas assez élevé. Bergwijn, j'aime bien, mais il lui faut 5 occasions pour la mettre au fond. Gakpo, c'est encore très tendre. Donc, tu vois, c'est là que ça commence. Bergwijn. C'est ça, non? Oui, Berghuis, le numéro 10 un peu. C'est toi le néerlandais. Berghuis, c'est ça. Tu vois que, moi je sais pas en fait, je me dis l'équipe elle est soft en fait. Franchement, moi les néerlandais là, je suis d'accord à la défense. J'ai vu tu les vois, ils sont tellement mignons, ils sont très forts. Les séquences, le football est très clair. Et moi j'aimerais juste leur avertir que nous, le Sénégal, on aime bien jouer en fait les grandes équipes. Je ne sais pas pourquoi, mais on a un genre de complexe interne de jouer les grandes équipes. On aime bien les grandes équipes. On a joué le Brésil ici, c'était compliqué. Ils ont mis les Neymar, les Marquis, tout le monde ici, on a fait 1-1. 2002, je n'ai pas besoin de vous rappeler. Pour moi, le Pays-Bas, là, c'est le match en fait que nous, on attend, nous tous. Je sens qu'eux tous, ils attendent que ça. Et ça fait une équipe qui va garder le ballon, peut-être, mais sur les contres, ça peut aller très très vite. Il faut juste qu'on soit létal devant, mais ça peut être intéressant. Mais pour moi, franchement, les Néerlandais, je ne sais pas, hein, mais encore une fois, je pense que ça risque d'être très compliqué devant, quoi. Ça se passe offensivement, tu vois. Eh ben, écoute, on verra. C'est vrai que ça va être un peu notre match interposé là pour lancer le mondial. Ça va être assez stylé. Ok, écoute, ton top 3 du coup, on est plutôt sur Allemagne, Brésil-Argentine, c'est ça? Ouais. C'est ça. Et moi, j'ai dit France, Argentine, Brésil. En tout cas, peut-être un Sud-Américain qui remporte le mondial pour la première fois depuis longtemps. Ça, ce serait quand même un fait notable. Et voilà, grosso modo, on a passé un peu en revue les équipes. Un dernier mot à ajouter, peut-être? Ouais, j'ai envie de souhaiter bonne chance à toutes les équipes africaines, franchement, parce que je pense que les effectifs sont cohérents. Il y a 5 coachs africains. Pour la première fois, on va aller avec 5 coachs locaux. Donc, j'ai envie de tous les voir réussir. C'est cool, quoi, enfin, qu'on en arrive là, qu'on n'ait pas un coach qui soit d'une autre nationalité, soit des gars qui soient là au Maroc, tu vois, au Sénégal, etc. Donc, j'ai juste un peu peur pour le Cameroun. Parce que, franchement, j'ai peur pour les Camers. Mais après, les Camerounais, ils sont comme ça. Ils sont chauds. Moi, j'ai vécu 35 jours chez eux. Je te dis, j'ai pas vu un peuple comme ça dans le monde entier. Ils sont très, très chauds. Ils ont une confiance extraordinaire. Ils sont convaincus qu'ils vont taper le Brésil et tout. Mais là, en ce moment, c'est des tocards. En fait, la vérité, elle est là. C'est une équipe de tocards. Donc, j'ai envie de leur dire de se calmer. Mais j'espère que vraiment, les 5 Africains feront une belle Coupe du Monde. Le Maroc, notamment, avec le retour de Ziyech, de Mazraoui. Le Ghana, avec tout un nouveau recrutement. Les Lamptey, les Williams et tout. J'espère que c'est des joueurs qui vont réussir vite fait à s'acclimater et peut-être les aider comme en 2010 a eu à le faire Boateng. Quand il est arrivé immédiatement, il a été chaud, il a claqué des buts et tout. Peut-être qu'il va falloir faire attention à ce Ghana-là. Là, Tunisie, j'ai envie de leur dire, bon, leur force c'était la défense à la CAN. Bonne chance aussi à eux. Il va falloir qu'ils s'améliorent un peu parce que là, ça a été difficile. Surtout les pénaltys qu'ils donnent là, c'est pas sérieux, franchement. On fait pas ça en Coupe du Monde, quoi. Tu attrapes pas les gars comme ça. Tu suis le gars au marquage.
Casemiro ne doit pas te prendre en fait en vitesse au marquage. Ça, c'est pas normal. Donc voilà, j'espère que les Africains vont se gérer. Il faut qu'on sorte. Il faut qu'il y en ait au moins 3 sur 5 qui sortent des poules. Voilà. Waouh, ce serait pas mal. Hein. Ouais, il faut au moins y en ait 3. J'en veux 3 en 8e. J'en veux vraiment 3 en 8e. Ouais. Ok. Écoute, on verra ça et on aura l'occasion de parler pas mal de cette Coupe du Monde, même d'ici là. Les amis, on espère que cette vidéo vous a plu, ce petit passage en revue des sélections. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve très vite sur la chaîne de Stan pour une autre analyse. On va parler Angleterre de Southgate, Portugal de Santos, comment est-ce que tout ça doit fonctionner, est-ce que ça doit changer d'ici 2 mois. Ça va être la vidéo sur la chaîne de Stan, donc allez vous abonner, allez suivre ça. Et moi, j'ai un épisode de Mondial qui sort là dans quelques jours sur le Portugal. On va vraiment rentrer en détail. Là, on a effleuré un peu le sujet, mais j'ai plein de choses à dire sur ce Portugal qui, je pense, est une sélection vraiment fascinante, qui elle aussi arrive avec une certaine confiance, même s'ils ont perdu contre l'Espagne. J'ai entendu Fernando Santos dire on y va pour la gagner, on est capable, ce qui détonne un peu pour un discours de sélectionneur. J'en dis pas plus, rendez-vous ce week-end pour ça. Merci à vous pour votre soutien. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. On se retrouve très vite pour la prochaine. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous et de vos proches et à bientôt. Bisous.